L'élimination des Lions et le grand déballage, comment restaurer l'image du football sénégalais? Le président Bassirou Diomaye Faye franchit un nouveau cap politique en créant son propre parti 306 maires à ses côtés pour l'épauler. Le président tourne la page PASTEF et fait cap sur les locales. L'Afrique du Sud et les images de violence contre les migrants africains qui continuent de choquer tout un continent. Pourquoi tant de haine contre d'autres Africains? Les autorités sud-africaines font-elles preuve de laxisme? Pourquoi l'Union africaine semble-t-elle si discrète sur cette question? Le rêve d'une solidarité africaine reste-t-il encore à l'épreuve des réalités nationales? Pour décrypter cette actualité, Mohamed Ali Mouba reçoit ce dimanche Madame Ngonendoy, ancienne ministre et présidente de FEMIDEC, et Mbaye Jacques Diop, ancien conseiller technique du ministère des Sports. Ménage, c'est ce dimanche 10h-11h sur la RFM, la radio de toute l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'avoir choisi la radio Futur Média, Remue Ménage qui s'installe pour 50 minutes de débat et d'échange autour des grandes actualités de la semaine. Eh bien, cette semaine, quelques mots d'abord sur cette débâcle des Lions du Sénégal, battu, vous le savez, mercredi dernier par la Belgique en Coupe du Monde, véritable remontada, après avoir pourtant entrevu les huitièmes de finale, beaucoup de polémiques autour de la gestion de cette campagne aux États-Unis, des critiques aussi qui fusent partout. La Fédération sénégalaise de foot a choisi, en tout cas, de saisir la justice contre certains de ses détracteurs. Les Lions devraient arriver à Dakar ce samedi. Sur le front politique, on a vu aussi que le président de la République s'agite. Il est en train de créer son propre parti. Il aura reçu dans la foulée plus de 306 maires du Sénégal au Palais de la République, une initiative qui interroge sur les nouvelles stratégies de conquête territoriale à quelques mois, on dira, des élections locales. L'acte 4 de la décentralisation et l'engagement du président de la République a donné des moyens conséquents aux collectivités territoriales. Cap aussi sur l'Afrique du Sud, où les violences continuent de sévir visant des migrants africains et cela relance bien sûr une question fondamentale. Que reste-t-il de l'idéal panafricain lorsque des Africains deviennent les cibles d'autres Africains? Et quel rôle justement devraient jouer les États, l'Union africaine face à cette situation? Pour en parler, pour en débattre, nous recevons deux invités au parcours riche et complémentaire. À ma gauche, tout d'abord, Madame la ministre Ngonendoy, ancienne ministre des Sénégalais de l'extérieur, ancienne parlementaire, ancienne maire de Rufisque-Est, femme d'État engagée sur les questions de gouvernance et développement. Elle est aujourd'hui présidente fondatrice de FEMIDEC, Femmes, Enfants, Migration et Développement. Merci d'être venue, madame. Merci beaucoup, Mohamed Ali Mouba. Merci de nous avoir invités. Bonjour, Mbaye Diop. FEMIDEC, une organisation qui place bien sûr les enjeux migratoires et humains au cœur de son action, c'est cela? Absolument. Très bien, merci d'être venu. À ma droite, Mbaye Jacques Diop, journaliste que vous connaissez, ancien conseiller technique au ministère des Sports, observateur attentif de la vie publique et fin connaisseur des politiques sportives et institutionnelles. Alors, j'aimerais d'abord entendre Madame la ministre sur cette débat des Lions du Sénégal. On avait visé les 16e de finale, on avait entrevu, on dira, ces huitièmes de finale, mais finalement, on a perdu face à la Belgique. Il y a beaucoup de bruit. Madame la ministre, vous avez suivi, j'imagine, cette participation, vous avez observé, en tout cas, cette participation de l'équipe nationale du Sénégal. Qu'est-ce que cela vous inspire après avoir perdu? Ce n'est pas la première fois que l'équipe du Sénégal perd, et d'autres équipes africaines aussi ont perdu. Quelle est la particularité un peu de cette élimination, selon vous? Merci beaucoup, Mohamed Ali Mouba. Permettez-moi juste de saluer vos auditeurs, et de me féliciter d'être là aujourd'hui et de parler un peu de mon pays, de ce qui secoue le monde, en présence de M. Mbaye Jacques Diop et de vous-même. C'est vrai que je suis assez triste. Oui, beaucoup. Je ne pensais pas rentrer avant au moins la demi-finale ou la finale. Ah oui? J'avais des espoirs de coupe parce que j'ai une très bonne équipe. J'ai beaucoup d'espoir. J'ai une équipe forte, assise, et une seconde équipe en partance qui doit remplacer celle-là. Et c'est ce mix-là qui est parti. Et c'est triste pour Sadio Mané déjà. Je pense lui offrir une belle victoire pour qu'il parte bien. Parce qu'il a décidé de partir. Je suis assez triste pour tous ces jeunes Sénégalais qui en voulaient. Le climat actuel du Sénégal est crispé. Il est lourd.
il est difficile. C'est un climat de chamaillerie, de difficulté. On avait besoin de ce bol d'air. On avait besoin de gagner et en tant que maire, je m'attendais à ça. Et qu'est-ce qui a manqué selon vous? Vous avez suivi les... Oui, mais moi je n'écoute pas ça. Ce n'est pas mon monde, le football. Je suis honnête, je laisse les gens de football parler de football. Ce que je peux savoir, moi, c'est ce que l'on voit du dehors. Ce que l'on voit du dehors, c'est qu'on n'a pas pu gagner. D'aucuns ont parlé de classement, d'autres ont parlé de jeunes qui étaient un peu fatigués, d'autres ont parlé de problèmes dans la tanière, mais c'est des questions techniques, de techniciens. Il faut laisser les techniciens parler de leur métier. Moi, tout ce que je peux faire, c'est en tant que maman, en tant que militante même du Sénégal, en tant que personne qui veut que son pays gagne tout le temps, je suis amère de ne pas avoir cette victoire devant la France. Ça m'a choquée. J'aurais bien aimé un remix de ce qui s'était passé. De ce qui s'est passé en 2012. Absolument. Ouais. Et je sais qu'on aurait pu le faire. Sous Abdoulaye Wade, votre ancien mentor. On aurait pu le faire. Et j'ai un peu mal aussi quand j'ai vu que le Sénégal a pu battre par 5-0, ça veut dire que le potentiel était là. Et donc j'ai mal aujourd'hui en me disant qu'est-ce qui n'a pas marché. Peut-être qu'il va nous aider, mais vraiment, j'ai un sentiment d'amertume, même si la résilience m'impose de rester debout, d'encourager mes enfants, d'encourager le peuple à soutenir son équipe et d'encourager surtout les joueurs à avoir un regain de dynamisme, à bien rentrer chez eux et se préparer pour la prochaine fois. Parce que le monde ne s'arrête pas. Le monde ne s'arrête pas là. Avant peut-être de revenir un peu sur ces aspects-là, j'aimerais vous entendre, Marie-Jacques, sur cette débâcle-là. Les Lions du Sénégal ont perdu mercredi dernier, mais jusque-là, apparemment, la colère ne descend pas. Pourquoi, selon vous? Merci beaucoup, Alimou. Je voulais d'abord saluer Madame le ministre. Sans parler de l'avoir perdu, hein. On a vu le Cap-Vert qui a été battu hier par l'Argentine. La Côte d'Ivoire est passée à la trappe, tout comme la RDC. Pourquoi ça continue encore à zazer au Sénégal? Merci beaucoup, Alimou. Je voulais d'abord saluer Madame le ministre, Madame Gonendoy, qui est une femme de valeur et de vertu que je connais bien, qui est très presse, en tout cas, qui est très proche, en tout cas, des affaires territoriales, de la gouvernance, du management. Donc, je pense que je salue aussi les auditeurs, autant pour moi, de la radio Futur Média. Au regard de la question que vous posez, vous savez que dans le sport, il y a ce qu'on appelle les aléas de la haute compétition et du haut niveau que nous ne maîtrisons pas. Et ça aussi, ça fait la défaite que nous avons concédée face à la Belgique fait partie de ces aléas du haut niveau et de la haute compétition. Pourquoi? Parce que tout simplement, un match se joue sur des détails. Et vous avez vu hier ce qui s'est passé entre le Cap-Vert et l'Argentine. Le Cap-Vert aurait pu éliminer l'Argentine. C'est vrai aujourd'hui que tout le monde a mal. 3 buts mais il faudrait l'accepter parce que de l'Argentine. Absolument. Il faudrait l'accepter. En tant que sportif, nous avons gagné l'Irak par 5-0. Les gens étaient contents. Et il y avait une certaine dynamique parce qu'on était dans une spirale de défaites, 2 défaites concédées face à la France et la Norvège. Ensuite, il y a eu ce déclic. Mais malheureusement, il n'y a pas eu l'effet escompté qu'on attendait parce que toute la population savait qu'il y avait une place à prendre pour, en tout cas, ces 8e de finale. Tel n'a pas été le cas. Moi, je pense que maintenant, il faudra en tirer tous les enseignements, toutes les conséquences et voir ce qui n'a pas marché. Il faudra aller vers ce qu'on appelle une évaluation de façon vraiment très lucide, à tête reposée, pour ne pas, au moins, aussi jeter l'anathème sur qui que ce soit. Nous savons que c'est un match de football. Nous étions 40... On a commencé en tout cas à pointer du doigt l'entraîneur d'abord, Pape Thiaw, qui n'aurait pas, en tout cas, les qualités bon, vous savez, n'avait pas les qualités qu'il faut pour être un entraîneur de haut niveau. C'est un. Et il y a aussi l'autre élément lié au fait qu'il y a eu un problème de gestion. Vous savez, à moi, je pense qu'il ne faudrait pas chercher un bouc émissaire. C'est tout un ensemble. Je pense que c'est tout un ensemble. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est de voir exactement, faire une évaluation pour voir aujourd'hui quelles ont été, par exemple, les failles, les faiblesses, ou bien les manquements ou les impairs. Et essayer de corriger, parce que nous avions été 48 équipes présentes. Et sur les 48, nous avions au moins eu la chance d'aller au second tour. Tel n'a pas été le cas, peut-être par exemple, d'une équipe comme l'Uruguay qui a été 2 fois championne du monde. Et vous voyez que l'Allemagne a été éliminée. Elle a été 4 fois championne du monde. Elle a été éliminée en 16e de finale. Il y a eu la Hollande qui a été éliminée en 16e de finale. Donc je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que les gens aussi soient sereins et sachent que nous avions une équipe
Et maintenant, il va falloir essayer de faire une évaluation pour reprendre, pour recommencer, pas recommencer à zéro, mais voir ce qui n'a pas marché, essayer de tirer tous les enseignements, toutes les conséquences. Ce qui n'a pas marché, on parle d'un environnement toxique, vous avez entendu tout ce qui a été savez, dit, même si moi, la fédération a démenti. Hein. Moi, vous savez, il faut relativiser quoi, parce que moi, j'ai pas encore entendu la voix officielle de la fédération. Non, la fédération a parlé. Oui, la fédération a envoyé un communiqué. Dans le communiqué, la fédération a contesté, mais n'a pas démenti. Parce qu'en lisant entre les lignes, on se rend compte que la fédération a contesté, mais n'a pas démenti. Donc, c'est un communiqué de presse pour porter plainte contre, en tout cas, ces agissements dont la fédération a été victime. Parce que la fédération, pratiquement, la fédération a été victime peut-être d'attaques personnelles, d'attaques peut-être que je dirais même injustifiées. Ah oui? Donc, oui, parce que il est un peu difficile, en tout cas, de pouvoir au moins dire que voici les preuves, en tout cas, ou bien les arguments irréfutables défendant au moins cette position-là. Moi, j'ai toujours... On a vu aussi des jeux boudiens. Hein, non, vous savez... L'exemple de Pape Gueye, d'altercation une défaite, elle est toujours... les autres. Madame le ministre l'a dit, une défaite, elle est toujours amère. Une défaite, elle est toujours amère. Souvent, il y a des déclarations d'intention, des déclarations de façon épidermique qui font, en fin de compte, des fois, il y a même pas... Et vous revenez pour avoir des regrets. Parce que c'est pour cela qu'il est un peu bon, à chaque fois qu'il y a une défaite, d'avoir une analyse très lucide, être serein et garder le calme en attendant que la tempête puisse s'estomper pour pouvoir se prononcer. Ça aussi, il est important. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont en train d'incriminer le sélectionneur. C'est vrai qu'il est le premier responsable. Parce qu'on lui a fixé des objectifs. Les objectifs n'ont pas été atteints parce que je pense que lors de la signature de l'avenant, l'objectif était d'aller au minimum en quart de finale. Ça n'a pas été reçu, ça n'a pas été, en tout cas, ça n'a pas suivi d'effet escompté, quoi qu'on puisse dire. Maintenant, il va falloir qu'il revienne à la fédération parce que c'est la fédération qui est aujourd'hui employeur du sélectionneur national parce que l'État ne fait qu'accompagner en payant le salaire. Maintenant, la fédération recevra les rapports de la direction technique, de l'entraîneur, les rapports des médicaux et tout ça, ce sera un ensemble qu'elle transmettra à qui de droit à l'autorité. Mais il reviendra maintenant à l'État de voir la conduite à tenir dans tout ça. Parce que, aussi quoi qu'on puisse dire, on était parti pour représenter l'État du Sénégal. Moi, j'ai accompagné l'équipe nationale pendant une vingtaine d'années, mais j'ai jamais rencontré, en tout cas, des dirigeants, parce qu'on a parlé de soirées arrosé, alcoolisé. Moi, j'en doute fort. Ah oui? Oui, j'en doute fort. Mais on parce que c'est dirigeant en 2002. Non, attendez, parce que quand on parle de la délégation officielle, on fait allusion au président Ablaye Fall. On fait allusion au président Babacar Ndiaye. On fait allusion au secrétaire général Ablaye Sow, à Chersek, à Kossa Diané. Moi, ces gens-là, je les ai pratiqués et je les connais. C'est des gens d'une intégrité qui frisent même la perfection. Ça, il faut avoir le courage et l'honnêteté de le dire. Parce que moi, des fois, quand les gens ont évoqué cette question-là, de soirée arrosée, alcoolisée, c'est des hauts responsables. Et je les ai toujours accompagnés. C'est des gens qui sont d'un comportement exemplaire. Et vous ne verrez jamais ces gens-là, au moins, dans ces choses-là. Ça, je peux en témoigner et je peux mettre ma main sur le Coran. Parce que je connais ces gens-là pour les avoir fréquentés, pour avoir été avec eux dans plusieurs expéditions. Alors Madame la Ministre, une transmission au sein de la tanière qui se fait dans la douleur entre les hauts cadres, on en a parlé, entre les hauts cadres, les manets et autres, et les jeunes loups. Et je vous ai entendu tout à l'heure dire que peut-être il faudrait faire des efforts pour accompagner nos cadres, qui nous ont quand même valu beaucoup de satisfaction de Coupe d'Afrique des Nations. J'ai juste parlé en tant que manager de l'humain. J'ai pratiqué des gens, j'ai coordonné des groupes. Je sais qu'il y a Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez senti que dans le groupe... Non. Loin de moi cette idée. Je sais qu'il y a un groupe déjà qui doit partir et il y a un groupe qui doit entrer. Entre les deux, il faut une période transitoire. Oui, nous sommes dans le cadre de cette... Absolument, il faut une période transitoire, il faut donc beaucoup d'efforts. Beaucoup de management. Non? Beaucoup de management, beaucoup de présence, beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Des gens qui ont grandi dans des milieux différents, qui se sont entraînés de manière différente, qui ont des objectifs différents. Tout le monde peut vouloir être professionnel, mais chacun pourquoi? C'est personnel à toi. Donc, pour faire cet ensemble-là, il faut donner plus d'espace, plus de possibilités, mais aussi plus être un peu compatissant vis-à-vis de ceux qui dirigent et vis-à-vis des jeunes. Il faut être dans l'esprit et la tête de ces jeunes-là. Ils ont mal. Ils sont vraiment mal, c'est sûr. Parce qu'ils auraient non seulement voulu gagner, mais ils auraient voulu aussi être ensemble, être bien. Et le fait que certains soient partis avant d'autres montre qu'ils sont
qu'ils ont mal, pas autre chose. Et certains d'entre eux ont été carrément insultés sur les réseaux sociaux. Bashing permanent. C'est injuste. Ce n'est pas normal. Il l'a dit tout à l'heure. J'ai dit donner la parole aux techniciens. Il faut savoir raison garder. Il faut que notre pays apprenne à savoir raison garder. Nous parlons un peu vite parfois, nous tirons des décisions trop rapides et nous jetons le pauvre sur des personnes intègres, responsables et qui portent notre nom. C'est-à-dire quand quelqu'un parle en votre nom, mais il faut le ménager, il faut le protéger. Il faut savoir que c'est sa propre identité qu'on lui donne. Ce qu'on le reproche, c'est de n'avoir pas peut-être suffisamment mouillé le maillot comme le Cap-Vert. Non, je veux dire, quand quelqu'un vraiment est là pour vous aussi, il faut savoir l'accompagner. Mais aujourd'hui, on jette le discrédit sur tout autre que soi-même. Tout autre que soi-même. Si c'est l'homme politique, vous jetez le pauvre. Si c'est l'avocat, vous jetez le pauvre. C'est pas possible. On a besoin. C'est ça le nœud de la crise sociétale dont je parlais, c'est que nous ne nous mettons jamais dans les habits de l'autre. Et ce n'est pas bien. Et alors, Jacques Diop, faut-il se débarrasser de notre entraîneur? On voit en tout cas certains qui commencent déjà à se positionner pour prendre la place de Pape Thiaw. Il y a le nom d'Abibé qui est cité, le nom aussi d'Hervé Renard. Que faut-il moi, je pense qu'il revient en tout cas à la fédération. Moi, j'ai pas la prétention de dire que Pape Thiaw doit partir ou rester. Parce que quoi qu'on puisse dire, Pape Thiaw a été recruté par la Fédération sénégalaise de football. Qui a des difficultés avec lui. Hein. Il reviendra à la fédération de pouvoir apprécier par rapport au moins à l'environnement, par rapport à la périphérie, par rapport à la clameur publique. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas prendre. Le public qui demande des têtes, qui réclame des têtes. Non, le public réclame des têtes. Le public a réclamé la tête de Pape Thiaw. Et un entraîneur, quand les objectifs ne sont pas atteints, vous devez partir. C'est ce qui s'est passé par exemple en Allemagne où Julian Nagelsmann, on lui a demandé de quitter rapidement. Et il a compris que l'objectif n'a pas été atteint et il a démissionné. Maintenant, est-ce que nous avons cette culture de démission? Et c'est la grande interrogation. Maintenant, est-ce que aussi Pape Thiaw doit pouvoir démissionner? Parce que Pape Thiaw aussi, s'il démissionne de son propre gré, il a signé un contrat et dans le contrat, il y a des clauses. Est-ce qu'il aura ses indemnités de départ? Et c'est la grande interrogation. Donc moi je pense que... Avant même de partir, il y a eu beaucoup de problèmes de contrats, ensuite de primes. Ça, c'est pas un environnement pour la non, gagne, vous savez, la question des contrats et la question des primes. Avec l'arrivée du nouveau régime de PASTEF, les gens ont changé de paradigme. Parce qu'à l'époque, la question des primes du temps du président Abdoulaye Wade, du président Abdoulaye et Macky Sall, la question des primes a été évacuée parce que les gens percevaient les primes en espèces. Mais maintenant aussi, les gens ont changé de donne pour dire que maintenant, désormais, les primes, les gens vont recevoir les primes à partir d'un virement bancaire. Et ce qui a été fait, vous savez qu'un virement bancaire au trésor, ça peut prendre au moins des jours, des semaines, tout dépendra aussi, en tout cas, du virement qui a été mis en place. Mais quoi qu'il en soit, les joueurs percevront leurs primes et je pense que même s'ils n'auront même pas perçu à l'heure actuelle, parce que c'était les primes de qualification et les primes de participation. Maintenant, pour ce qui est de Pape Thiaw, il reste à la fédération de pouvoir apprécier. L'objectif, est-ce qu'il a été atteint? Moi, je dis que l'objectif n'a pas été atteint. Maintenant, il reviendra, peut-être, au moins lui permettre d'avoir une porte de sortie honorable, parce que quoi qu'on puisse dire, il y a de cela 5 mois, Pape Thiaw aussi nous avait au moins fait plaisir, nous avait donné en tout cas entière satisfaction en remportant la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour cela que ces gens-là aussi, il ne faut pas les incriminer ou bien en faire un bouc émissaire. Et c'est vrai que là, dans la vie d'un entraîneur, c'est des rencontres et des séparations. Maintenant, c'est vrai que tout dépendra de l'appréciation que la fédération prendra. Parce qu'il ne s'agira pas de dire que, par exemple, il y a eu un cas qui s'est passé avec, Aliou Cissé. Quand nous sommes revenus de Gabon, tout le monde voulait qu'Aliou Cissé parte. Mais il a eu le soutien des fédéraux et de l'État du Sénégal qui a demandé à ce qu'il reste pour travailler dans la durée. Et ça a porté ses fruits. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se précipite pour dire oui, il faut partir, il faut qu'il parte, ou bien la fédération doit partir. Parce que la fédération a été élue pour un mandat de 4 ans. Et ils ont été élus démocratiquement. Donc je pense qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire aussi, il faudrait au moins que les gens soient... Parce que Mme le ministre a parlé d'un élément très important. Il a parlé de la question du management, de la question de la résilience, de la question de la patience, mais aussi de la question de la compassion. Et je pense que ces leitmotifs-là doivent pouvoir aujourd'hui être dans l'esprit de tout Sénégalais pour comprendre que nous sommes dans un élan de solidarité et au-delà de cet élan de solidarité-là, nous devons au moins être dans la même peau que ces dirigeants qui ont mal de cette élimination, que ces joueurs qui ont mal de cette élimination, tout comme l'entraîneur qui a mal de cette élimination-là.
il faudrait au moins qu'on puisse garder la tête froide, les sueurs froides, pour ne pas au moins jeter qui Donc on parle, demande la dissolution de la fédération. On peut aller jusque-là? Moi, je pense que là aussi, c'est aller trop loin. Très bien. Il faudrait que les gens puissent savoir que la fédération a été élue. Elle a été élue pour un mandat de 4 ans. Maintenant, cette élimination-là n'est pas une fin en soi. D'autres équipes ont été éliminées et n'ont pas demandé au moins la dissolution de la fédération, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Hollande, que ce soit en Corée, que ce soit au Japon ou autre. Très bien. Alors donc, on va évoluer un peu, on parler politique, Madame la Ministre, votre sujet, j'imagine. ça va nous permettre peut-être de revenir un peu sur cette actualité brûlante. Le président de la République qui est en train de créer son parti politique. On l'a vu au Palais de la République, il a reçu 306 maires. Diomaye tourne, on le voit carrément, le duo au PASTEF, les locales en vue. Madame la Ministre, votre regard sur ça? On vous a pas beaucoup entendu sur l'actualité politique ces derniers mois. J'aimerais vous entendre sur ça. Je vais faire un effort. Ouais, allez-y. Parce que ce n'est plus de mon ressort de parler de ces questions-là. Mais je suis un spectateur de la vie publique de mon pays. Je pense que le président a raison. Ah oui. D'enfourcher un cheval, il est obligé. Il est à pied. Il est à pied. Il est au PASTEF, non? Je ne vais pas entrer dans ces détails. Je ne prends que ce qu'on me montre. Apparemment, il n'est pas dans le PASTEF. Apparemment. Alors, le PASTEF fonctionne sans lui. Apparemment. Je n'en sais rien. Donc, si lui, il est à pied, il a le droit de prendre un cheval pour l'enfourcher et fonctionner. Il ne faut pas qu'on s'attarde sur certaines questions. Ce pays a besoin de tous ces bras valides. Il a besoin des hommes et des femmes de valeur qui le composent. Et pour cela, il faut qu'on soit sur des rampes de fonctionnement et d'avancement. Il faut arrêter de ne marteler que ce qui ne marche pas. Et ce qui marche aujourd'hui, c'est que le président a besoin d'un parti politique. C'est pourquoi il est en train de le créer. Il faut savoir à quoi sert un parti. Il ne sert pas seulement à aller aux élections. C'est des instances de réflexion. Ce sont des instances d'échange. Ce sont des instances où le président peut connaître le pouls de son peuple. Ce que ressentent les populations à la base sur toutes les collectivités territoriales du Sénégal. Le président a besoin d'avoir cette courroie de transmission entre lui et ses mandants. Pour ça, il faut qu'il ait du répondant. Il ne peut pas être dans le nihilisme, il a besoin de ça. Et donc, s'il se met dans les dispositions... Ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas être au-dessus de la mêlée alors qu'il avait promis de ne plus être... Il ne faut pas essayer de se mettre au niveau de certaines démocraties qui ne sont pas à notre niveau de développement. Il faut arrêter de rêver. Au Sénégal, la culture, en tout cas dans nos pays, la culture est que si tu pars avec quelqu'un sur un front, tu réussis à gagner et que tu lui dises, voilà, maintenant, attends, moi, je vais fonctionner. Mais culturellement, déjà, ces gens, ils vont te dire, mais il nous a trahis. Vous vous imaginez, monsieur Ousmane Sonko, une fois arrivé président de la République, dire au PASTEF, attendez-moi, je dois régner sans vous? Je dois conduire les destinées du pays sans vous? Non, ce n'est pas logique, ce n'est pas dans notre culture. Faut pas avancer plus vite que la musique. Aujourd'hui, il n'y a pas un chef d'État au Sénégal qui pourra accéder à la tête de ce pays sans parti et se départir de son parti politique sans conséquence. Ah oui? Absolument. Absolument. Faut pas rêver. Il faut prendre ce qu'on peut prendre et fonctionner, et ce qui ne marche pas, il faut le laisser. De cause. Ah bah oui. Ah oui. S'en débarrasser, c'est un acte très grave. C'est-à-dire les membres du parti eux-mêmes vont dire qu'on les a lâchés, que le président nous a lâchés après avoir accédé à l'instance présidentielle. Non. Le président a enfourché une monture et faire avancer le pays. Et les locales qui arrivent, on a vu le président qui a reçu ces maires-là. Pensez que la mayonnaise peut prendre à quelques mois des locales? Moi, je n'ai pas suivi l'ordre du jour, mais je ne pense pas que l'ordre du jour soit les locales. Pas les locales, l'ordre du jour. C'est la décentralisation. C'est parler de l'acte 4. C'est parler de gouvernance. Mais beaucoup pensent que... Mais beaucoup n'ont pas raison, beaucoup ne réfléchissent pas. Beaucoup ne font que ruer sur les brancards. Et ça nous retarde. Il faut que nous puissions être positifs pour notre pays une fois, au moins. Soyons positifs pour ce pays. Il est resté trop longtemps en arrière. Il faut que nous puissions enfourcher les bonnes montures. Le président a rencontré le peuple de la décentralisation pour lui parler des orientations qu'il pense être. Si vous me posez des questions sur ces orientations-là, je vous donne ce que j'en pense. Parce que j'ai des idées là-dessus. Moi, j'ai été élevée, préparée par quelqu'un qui pense qu'il faut rendre le pouvoir aux citoyens. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que le pouvoir n'est pas totalement rendu aux citoyens. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on est en train de brider le développement local pour le faire fonctionner au niveau central. Et ça, c'est des questions importantes sur lesquelles il faut éclairer même le président de la République. Parce que Jacques Diop le disait une fois, on ne doit pas être homme politique sans avoir été conseiller municipal
ou maire. Ça commence par là. La gestion du local, c'est ça l'examen de départ. On va arriver tout à l'heure à cette question-là. D'accord. Moi, Jacques, sur la question politique, le président qui tourne apparemment le dos à PASTEF, vous attendiez à ça? Bon, écoutez, moi, je pense que d'abord, il faudrait au moins se dire que le président n'a pas été élu par le PASTEF. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Le président a été élu par une coalition. La coalition Oui, une coalition portée par d'autres partis politiques, parce qu'à l'époque, le PASTEF n'existait plus, a été complètement rayé, en tout cas, du microcosme ou bien de la nomenclature politique. Maintenant, vous êtes dans votre maison, ou bien dans la maison de votre père, on vous dit qu'on va vous chercher, vous ne faites pas plus partie de la maison, mais vous allez trouver refuge quelque part, ou bien créer votre propre maison dans le droit, et je pense que ça, c'est de bonne guerre. Moi, j'apprécie au moins la position du président pour montrer, vous m'avez cherché d'un parti, mais moi, j'ai les prérogatives aujourd'hui, et j'ai les moyens aujourd'hui de pouvoir mettre sur pied un parti politique avec des gens au moins qui épousent au moins les mêmes convictions que moi, les mêmes valeurs que moi et les mêmes objectifs et les mêmes ambitions. Il a parfaitement raison. Alors, Madame Ndoye, sur un peu Diomaye président, on voit qu'il crée le parti, il est en train de préparer un parti, il va en créer un. Diomaye est président, son futur, comment il entend gérer tout ça? Gérer quoi? Un parti? Ce parti, il y a la coalition Diomaye qui est à côté. Le parti. Finalement, je pensais que la question que vous allez me poser, c'est comment il va faire développer le Sénégal. C'est ça le plus important. On va perdre du temps. Après, vous allez dire dans une minute, on va parler de ça. Non. Oui, parce que moi, depuis longtemps, on ne m'entend plus parler. Parce que l'essentiel, c'est le développement. Ma conviction. Aujourd'hui, ce qu'on attend du président, développement. Mais jusque-là, vous avez vu aussi ces contradictions qu'il a avec son ancien mentor, chef de parti, Ousmane Sonko, qui était son premier ministre aujourd'hui. À l'Assemblée nationale, il y a aussi Ousmane Sonko a été son mentor. Alors, moi, quel est le regard que vous portez un peu sur ces contradictions entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye? Vous savez, il y a... Président de la République, président de l'Assemblée nationale, ça peut déboucher sur une crise institutionnelle? Il y a des questions dont on parle dans la cour de la maison. Il y a des questions dont on parle dans le salon. Il y a d'autres questions dont on parle sur Penti. Moi, aujourd'hui, les questions qui m'importent sont celles qui sont sur Penti. C'est-à-dire celles qui m'importent directement dans le développement du Sénégal. Deux personnes qui sont arrivées à un niveau de gestion ou de compagnonnage où il y a du bruit, ça n'a rien à voir avec le développement. Aujourd'hui, le président a reçu les collectivités territoriales, en tout cas les chefs d'exécutifs locaux avec leur conseil. Il a parlé de l'acte 4. Déjà sur l'acte 3, moi j'avais des réserves. Donc sur l'acte 4, je vois qu'il est dans la continuité, ce qui est très bien déjà. Il est dans la continuité et ça nous permet de lui dire ce que nous en pensons pour que peut-être on tienne compte de ce que nous pensons. L'acte 4, justement, elle est beaucoup plus ambitieuse que l'acte 3, mais les élus locaux posent l'éternelle équation un peu des moyens d'accompagnement. Alors, vous dites quoi? C'est pourquoi je voulais dire... Vous pensez que l'acte 4, elle peut apporter des solutions à cette situation? Voilà, c'est pourquoi je voulais revenir sur la gestion réelle de la chose. La décentralisation est le meilleur moyen de développer. Si en réalité on rend le pouvoir aux citoyens, c'est la seule instance où le citoyen peut dire voilà, j'ai acquis telle chose. J'ai été chef d'exécutif local, j'ai été maire donc, et j'ai été heureuse d'être à cette stade. J'ai assumé pleinement tout ce que je voulais faire dans cette collectivité territoriale et les populations l'ont ressenti tellement que jusqu'à aujourd'hui, elles m'accueillent comme leur mère. Pourquoi c'est important que les élus soient d'abord réconciliés avec le peuple. Quand on parle de maire tout de suite, les gens disent « Oh, de toute façon, oui ». Comment on peut arracher la terre d'un élu local? Comment on peut lui arracher les prérogatives sur ses propres terres? Et dire parce qu'on n'a pas confiance au maire. Parce que ça veut dire ça. Si on prend les terres qu'on remet à l'administration territoriale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement l'acte 4 aussi, jusque-là, n'a pas corrigé cette situation. Je suis en train de répondre à vous. Je dis que ça, c'est une question faute. Question foncière. C'est une faute qu'il ne faut pas commettre. Mais en même temps, ce qu'on reproche aussi au maire... Allez-y, je place juste une question sur le foncier. Ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas arriver d'une certaine façon à une bonne gestion. Il y a de la corruption sur le foncier. Mais on corrompt les journalistes. Ce n'est pas ça qui nous fera avancer. Moi, je pense qu'il faut que nous puissions avancer sur ce qui est bien pour notre pays. Sur le foncier. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas arracher la terre d'un élu local qui a été élu au suffrage direct par les populations, pour gérer leur terre. Mais on dit à un maire, oui, votre gestion même, elle n'est pas transparente sur la collectivité. Mais vous savez ce qu'il répondait? Même si le maire prend la terre, il la redonne aux populations de la localité, au moins. Mais vous donnez à l'administration territoriale que je respecte, que j'apprécie et avec qui je suis en très bon terme. Vous donnez par exemple à un préfet qui habite Louga, vous donnez un peu à Dakar, un peu s'occuper de la terre.
on lui donne un quota peut-être. Que les préfets m'excusent, c'est pour donner l'exemple. On lui donne un quota. Vous savez à qui il va donner? Famille, c'est promotionnel, mais en tout cas pas à Rufisque. Il ne donnera pas à Dakar. Il ne connaît personne, il est en affectation. Ou alors il vend, il met dans son compte bancaire. Pour que le maire, même si on dit qu'il a pris la terre, il a redonné à aux populations. Ne serait-ce que pour ça, on doit lui laisser. Mais mieux, sa bourse. Ça fait partie des ressources de la collectivité territoriale. Ressources. Parce que la terre, elle ne sert pas seulement à habiter, elle fait des infrastructures importantes. Elle sert à mettre des sites. Elle sert à, par exemple, les cités de la diaspora. On avait initié ça. Viabiliser. Et puis à ouvrir des centres commerciaux. À ouvrir, en tout cas, à viabiliser, à avoir des ressources. Aujourd'hui, l'acte 1, c'est de réconcilier avec la population du Sénégal. C'est important. Il faut qu'on sache que derrière, chaque élu, chaque personne qui gère ou nos deniers, ou notre, comment on appelle ça encore, qu'on lui donne la possibilité de régner sur nous, il faut d'abord qu'on les respecte et qu'on reconnaisse leurs valeurs. Et on parle de ressources des collectivités territoriales qui sont différentes, ou en tout cas éloignées des trucs qui leur sont transférés, des compétences qui leur sont transférées. Que justement, c'est du haut de l'État central qu'on décide de ce que le maire doit faire. J'ai vu un État central donner de la terre à un pays tiers pour faire des cités. Alors que sur cette collectivité territoriale, il y a des entrepreneurs qui peuvent faire cette cité-là, qui vont utiliser la main-d'œuvre locale, qui vont faire travailler les restaurateurs, qui vont faire travailler menuisiers, carreleurs et électriciens, qui vont apporter de la plus-value, qui vont fouetter l'essor économique de la localité, mais c'est l'État central qui va décider de cela sans que la collectivité locale ne soit. Vous allez dans une ville comme Rufisque. Fort heureusement, aujourd'hui, la Sococim Industrie s'investit vraiment auprès des collectivités territoriales de Rufisque. Sincèrement. Mais on aurait donné un quota quand même direct sur la patente que l'État gagne. Et on devrait donner un quota à la collectivité locale, aux collectivités en tout cas du département ou de la ville, avant de redistribuer aux autres. Parce que ça, ce serait quand même faire justice. Il faut laisser les collectivités elles-mêmes s'occuper de leur coopération, s'occuper de leur manière de trouver des ressources additives pour pouvoir survivre. Il faut surtout que les populations se reconnaissent en leur collectivité territoriale. Parce que le comportement citoyen aussi, il manque. Les populations ne s'impliquent pas dans leur quartier, leur communauté, avant de réclamer quoi que ce soit auprès du maire. Et ça, c'est parce qu'on a jeté le dépourvu sur le maire, parce qu'on l'a traité de n'importe quoi. Et il y en a qui préfèrent aller vers l'administration, les services déconcentrés pour leurs problèmes, plutôt que d'aller vers la collectivité, qui est une instance qui rapproche les élus des populations qui sont... Alors, Madame la ministre a évoqué la question, la problématique de la décentralisation et avec l'acte 4 qui devrait corriger certains impairs. Au-delà des ressources peut-être financières qui posent problème, mais on voit la question foncière qui n'est pas libérée et elle le relève. Et faut-il peut-être faire un peu plus confiance aux maires en libérant le foncier, ou alors vous pensez que l'État central doit continuer à administrer? Habibou, le développement, il est territorial. Maintenant, moi, je pense qu'il y a eu des manquements et des impairs qu'il fallait d'abord corriger. Parce que, est-ce qu'on a évalué, est-ce qu'il y a eu des clauses d'évaluation de l'acte 1, de l'acte 2, de l'acte 3? L'acte 3 n'a pas été évalué. Aujourd'hui, quand on regarde les différents domaines de compétences, il faut les augmenter. Parce que c'est limité. L'acte 4 aujourd'hui, par exemple, a pour objectif justement d'augmenter dans la question foncière, on passe de 9 à 13, si je m'abuse. Dans la question foncière aujourd'hui, on aurait pu au moins dire maintenant que le foncier est devenu une compétence transférée aux maires. Donc si on le fait, ça va permettre aux maires de pouvoir jouir de leur terre, de pouvoir au moins y créer des structures. Certaines superficies du c'est gouvernement. Plus entre les maires de l'État, entre les mains de l'État qu'entre les mains des élus. Parce que c'est des fonctionnaires qui gèrent, c'est des fonctionnaires qui gèrent le foncier. Excusez-moi, Aliou, c'est des fonctionnaires qui gèrent le foncier. Et ces fonctionnaires-là se partagent des fonciers. Vous allez dans une localité où des fonctionnaires qui n'ont ni parents, ni père, ni mère là-bas, qui se partagent des fonciers au détriment des populations. Là, souvent, c'est une bombe sociale qui est en train, peut-être, qui pourrait éclater du jour au lendemain. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu du grabuge quelque part, c'était lié à des problèmes fonciers. Quand vous voyez ce qui s'est passé, par exemple, sur le littoral de Dakar, partout, c'est pratiquement des étrangers qui viennent pour en occuper. Et c'est valable dans toutes les localités. Je pense que d'abord, les premiers bénéficiaires doivent être les résidents ou bien au moins
ceux qui sont nés dans ces Mais si par exemple ces populations ne peuvent pas en bénéficier de leur terre, ça crée une frustration et la frustration et du jour au lendemain ça va péter. Alors Madame Ngoné, comment... Maintenant, Alimou, pour compléter la question, moi je pense qu'il faudrait qu'on aille vers ce qu'on appelle une république territoriale. Ça forcément, avec l'acte 3, parce qu'on parle de pôle. Mais quand on parle de pôle aussi, de pôle territorial, il faudrait aller vers une république territoriale. Permettre au moins d'avoir plus de moyens, d'avoir plus de ressources additionnelles, mais de pouvoir au moins avoir plus de compétences transférées. Au-delà du foncier, qu'est-ce qui manque à cet acte cadre de la décentralisation, Madame Ngoné? Je parle toujours globalement, si vous avez remarqué. Moi, ce que je pense d'abord, c'est que les collectivités territoriales ne sont pas autonomes. Elles ne gèrent pas leur argent. Ah oui. Les collectivités locales ne gèrent pas leurs recettes fiscales. Ce sont les impôts qui s'en occupent. Et elles ne s'occupent pas de leur fiscalité. C'est le trésor public. Ouais. Donc, ceux qui travaillent dans ces instances-là, ils sont redevables de l'État central. Ils ne sont pas redevables des collectivités territoriales. Les collectivités locales manquent de ressources humaines. Parce que ceux qui savent ne vendent pas aux collectivités locales, ils vendent à l'État leur savoir. Parce que c'est l'État qui a une administration mieux organisée. Et les syndicats se sont beaucoup battus pour avoir une administration, une fonction publique locale qui puisse donner de la valeur à cette ressource humaine, même si ça tarde. Aujourd'hui, ça a été acté. Mais encore, il tarde à donner les moyens aux collectivités territoriales afin qu'ils puissent avoir... Même le temps des taxes sur les ordures ménagères, c'est le trésor public. C'est-à-dire, on vous sert. Vous êtes à table, on vous sert. Vous n'avez pas le droit, vous, de vous occuper, de vous servir, de vous occuper de ce qui vous importe. Je pense donc que ça, c'est un manquement très, très grave pour le développement des collectivités territoriales. Mais je vais vous parler humainement aussi. Humainement, on a changé des vocables qui sont très forts et très puissants. Qu'on parle de délégué de quartier, qu'on ne parle plus de chef de quartier, qu'on ne parle plus de borom dek. Parce que ça, c'était une relation entre la terre où on est. Le borom dek avait plus de sens que juste le délégué. Parce que le délégué, il est délégué par quelqu'un, il est délégué par l'État. Ça veut dire que sourga la. Alors que le borom dek kilifa la. Et ça, c'est un vocal qu'il est important de rétablir. Si on enlève la personne de sa racine matrimoniale, si on l'enlève de sa terre, de sa raison d'exister, moi je suis lebou. Si on m'arrache de ça, on m'enlève une partie de moi. Et aujourd'hui, on a fait que tout le monde soit pareil partout. C'est pourquoi j'ai peur quand on parle de pôle territoire. J'ai peur quand on met tout dans une musique pour que tout le monde revienne à l'État central qui va conduire. Non, on ne peut pas quitter quand même une décentralisation depuis les Jacques Diop et autres pour revenir en arrière et être bridé par un État central. Ce n'est pas possible. Il faut déjà que les gens comprennent ce que c'est que le système de la décentralisation, que les gens prennent le temps, l'utilité des partis politiques, d'informer, d'instruire, de préparer les populations sur ce que c'est que toutes ces politiques de développement dont on leur parle. Il faut que les gens le maîtrisent, que les gens sachent que les territoires ne se feront pas seuls. Vous savez, l'acte 3 de la décentralisation a parlé de départementalisation. Je n'ai jamais été d'accord. Non seulement parce que nous sommes seuls dans le monde entier à être des départements qui doivent avoir des coopérations avec des régions, mais simplement parce que depuis que Wade en avait parlé en termes de provincialisation, que Macky Sall en a fait la décentralisation, je trouve que c'est hacher un système qui avait déjà assez été saucissonné dans les collectivités. Toute la côtière parle de métropole. Mais partout. Oui, partout on parle de métropole. Et c'est ce recul-là dont je veux parler, c'est que la communauté urbaine de Dakar, qui regroupait beaucoup de villes de la région de Dakar, qu'on avait dissoute pour je ne sais quelle raison, amener la Dakar qu'on a encore dissoute pour je ne sais quelle raison, et maintenant on dit les pôles territoires, retrouvez-vous pour avoir... Mais on fait un pas en avant, 10 000 pas en arrière. D'où l'évaluation dont parle Jacques Diop qui est important, et j'attendais ce moment pour parler d'évaluation. Il faut chaque fois évaluer les politiques publiques, savoir comment est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on recule. Mais il faut sensibiliser les acteurs pour qu'ils comprennent pourquoi ils sont là. Ils ne sont pas là justement pour un parti politique, ils sont là pour la collectivité. Justement, par rapport un peu à cette problématique-là, on voit que la mairie de Dakar, généralement, ça crée des contradictions entre le président et le maire, s'ils ne sont pas du même parti. Apparemment, là, c'est parti entre l'actuel maire de Dakar, Abass Fall, et le président. En tout cas, on entend souvent Abass Fall critiquer le chef de l'État. Peut-on s'attendre à ce que cette guerre-là reprenne entre le maire de Dakar et le président? Mais Dakar est la capitale du Sénégal. Forcément, c'est
c'est une femme à courtiser. Tout le monde veut la voir. Donc, que ce soit à l'État central. Parce que généralement, celui qui est à Dakar, il a beaucoup d'atouts. Parce qu'il sait travailler avec les populations directement. Et toujours, l'État central veut avoir la mairie avec elle. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le général qui nous importe. Je pense que si les collectivités locales sont managées à partir d'elles-mêmes, elles ont plus de chances de prospérer et de développer le pays. Khalifa Sall à Dakar, tout ce qu'il avait comme projet, en entente avec Abdoulaye Wade, qui l'accompagnait et l'aidait dans ce qu'il voulait faire. Quand on l'a freiné, on a enlevé Barthélémy Diaz. Qu'est-ce que ça a amené? Je pense qu'il ne faut plus qu'on s'attarde sur ces questions parce que la population de Dakar est consciente maintenant. Je pense, moi j'habite le Fisc. Mais je crois que la population de Dakar va comprendre, elle comprend suffisamment et elle saura quoi faire. Donc l'adversaire vraiment du maire de Dakar, ce n'est pas le président, je pense, vraiment. Je suis désolée, mais je pense que ce n'est pas le maire de Dakar. Je pense que l'adversaire du maire de Dakar, ce sont tous ces jeunes, tous ces Dakarois qui se préparent pour les prochaines locales et c'est là où ça doit se situer. Mais ce qui concerne les collectivités territoriales, surtout pour les échéances à venir, parce que on l'a dit souvent, on attend toujours la 4e année pour appeler les gens, parler de la commune, parler de la décentralisation, parler des mairies, peut-être pour repousser ou ne pas repousser. Je crois que maintenant il faut on a entendu passer dire qu'il faut tenir les élections à date échue. Je crois que les Sénégalais le disent. C'est ça qui est plus clair. Les Sénégalais pensent qu'il faut... toujours reportés. Les Sénégalais pensent qu'il faut toujours partir à date échue. Vous savez, moi, il y a des questions qui reviennent tout le temps, comme le report des locales. Parce que les locales, c'est très, très sensible. Les locales, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de stratégie, c'est beaucoup d'alliances. Et des locales dépendent souvent les résultats des présidentielles ou des législatives. Ça annonce, oui, ça annonce. D'habitude, voilà pourquoi chaque fois, l'État central, avant d'y aller, toujours essaye de... Voilà. Mais aujourd'hui, encore pire, puisque l'État est déjà instable, depuis 2 ans déjà, l'État n'est pas encore assez équilibré, il ne s'est pas encore très très bien préparé. On comprend peut-être, et ça, personne ne sait, on comprend peut-être que ce soit une question. Mais le plus important, je pense, c'est de faire de sorte que les collectivités locales soient de plus en plus assez libérées pour elles-mêmes s'auto-contrôler et s'auto-développer. C'est évidemment, ils ne peuvent pas le faire, elles ne peuvent pas le faire seules, elles le feront avec l'État. Et cette co-construction ne sera que bénéfique aux populations. Et c'est pourquoi quand le président parle de réformer le financement de la décentralisation, ça nous parle. Les ressources financières de collectivités, réformer le fonds de dotation de la décentralisation, le FECL aussi, qui est le fonds d'équipement, garantir des financements plus prévisibles et mieux adaptés, renforcer la gouvernance et la coopération territoriale. C'est ambitieux, hein? On verra bien ce qu'on va tirer tous ces... Dans toute cette ambition, moi, dans toute cette ambition, ce que je lis, c'est une dépendance des collectivités vis-à-vis de l'État. Et c'est ça que... Moi, je pense que les collectivités locales doivent même aider l'État central, ayant une meilleure organisation dans sa coopération et dans son orientation. Mais on n'est pas encore arrivé à ce stade parce que les États centraux que nous avons toujours eu jusqu'à présent pensent qu'ils doivent couver. Ils pensent qu'ils doivent toujours couver les collectivités. Oui, parce que maire du Bouleretier, Bibouleretier, etc. Pouvoir politique. Non. Au contraire. Si vous les laissez libres et fortes et puissante. Parce que dans tous les pays du monde, il y a des élus qui font 30, 40, 50, des élus à vie, mais qui renforcent les pouvoirs centraux, qui renforcent Béchek Diop et ses amis, les Jean-Marc Ayrault et autres. C'est des gens qui font, il a fait à Nantes plus de 30 ans de mairie. C'est des gens qui sont des indéboulonnables parce qu'il faut pour chaque collectivité ou chaque département, il faut des figures, des leaders forts. Et c'est à cause de ces leaders forts d'ailleurs que les politiques nationales pensent toujours à la localité. Et c'est ça qu'il faut faire revenir. On ne peut pas faire comme ça, chaque 2 ans, changer de personnel politique, changer de personnel qui travaille. C'est de l'instabilité. Et c'est ça qui fait que les gens courent derrière les voies de manière un peu éparse et de manière presque hybride. Parce qu'on ne calcule plus la formation, on ne calcule plus l'information, on ne calcule plus l'importance de la voix de l'individu sur le développement du pays. Et donc, si j'avais un conseil à donner au président, c'est de ne pas brider les collectivités locales. C'est de les libérer, les appuyer et de les laisser éclore leur talent, chacun en ce qui le concerne, parce que chaque territoire du Sénégal a de la valeur et chaque territoire demande à être fouetté pour son essor d'économie locale. Oui, Maïjak, on va évoluer avec ce qui se passe en Afrique du Sud, ces violences qui visent des migrants africains. Et cela relance la question fondamentale, que reste-t-il finalement de cet idéal africain, des Africains qui s'en prennent à d'autres Africains? Vous avez été en Afrique du Sud, vous voulez partager des histoires personnelles avec les auditeurs?
Bon, écoutez, moi je pense que ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau ce qui se passe en Afrique du Sud. Et ça, souvent, ça se passe dans les pays anglo-saxons et dans les pays lusophones. Parce que les gens pensent que, par exemple, leur précarité provient de ces populations migratoires. Et ça aussi, c'est un fait constant. Moi, par exemple, j'ai été en Afrique du Sud en 97 et le même problème s'était posé lors des Jeux africains de Johannesburg. On s'était rendu compte que il y avait en tout cas une forte densité dans certaines villes comme Johannesburg, comme par exemple Pretoria, parce que quand vous allez dans les autres villes comme Polokwane et autres, il n'y a pas absolument rien. Donc toute cette concentration-là est entre Johannesburg et Pretoria, ce qui fait qu'il y a une certaine précarité. Et excusez-moi du terme, en Afrique mais la précarité, c'est elle est partout, elle est mondiale. Elle est mondiale, mais ça dit qu'en Afrique du Sud aussi, les jeunes ne sont pas alphabétisés, ils ne sont pas allés à l'école. Donc avec le système d'apartheid qui a longtemps vécu en Afrique du Sud, les gens se sont rendus compte que ces jeunes-là n'avaient aucune occupation et pensant que, parce que par exemple, l'informel est tellement bien organisé en Afrique du Sud que pratiquement c'est géré par les étrangers. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte que cet informel-là aurait pu être en tout cas une source de revenus pour eux. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, ces Sud-Africains, ces jeunes Sud-Africains pensent que ce sont ces étrangers qui sont venus prendre leur place pour occuper une économie informelle qui est importante dans le système, en tout cas, financier de l'Afrique du Sud. Madame Ngonen-Ndoye, c'est une question centrale qui vous occupe beaucoup. Ce qui se passe en Afrique du Sud, il y a beaucoup de morts. Ce n'est pas nouveau. Il y a juste quelques années aussi, il y a eu cette chasse aux migrants africains, surtout subsahariens. On a entendu la voix du Ghana et le Nigeria, mais malgré tout, on n'arrive pas à éradiquer ces violences dans les rues. Vous, quel est le regard que vous portez un peu sur ces violences en Afrique du Sud? Je veux me féliciter déjà de l'acte que vient de poser le cadre migratoire auquel j'appartiens, qui me vaut d'ailleurs l'invitation, qui est un cadre de la société civile avec toutes les organisations que nous sommes et qui travaillons sur la migration. Il faut le savoir quand il y a des dégâts quelque part dans le monde, où que ce soit, et que des populations s'attaquent à des étrangers, nous pensons aux Sénégalais toujours, parce qu'ils sont partout. D'abord, avant de penser maintenant à la situation en tant que telle et en tant que migrant. C'est triste que ce soit l'Afrique du Sud qui s'adonne à ces activités-là. Nous avons soutenu, accompagné, aidé, que nous avons contribué à libérer. Beaucoup de jeunes ont appris, en tout cas Kumba Gawlo, a appris à chanter, en tout cas s'est exprimé grâce à Soweto. Youssou N'Dour nous a appris même ce que c'était. Il nous a donné les localités, il nous a dit ce que c'était l'apartheid, la traite des personnes. Ça, Youssou N'Dour l'a bien dit. L'État du Sénégal a accompagné diplomatiquement les membres de l'ANC. Vraiment, moi je pense aujourd'hui que c'est triste que ce soit justement l'Afrique du Sud qui le fasse. Mais c'est ce que je ne veux pas qu'il arrive à nos pays. Quand je vous disais tout à l'heure que la vie n'était pas que politique, que la vie n'était pas que de parler et de crier, c'était le développement. L'Afrique du Sud s'est battue pour moi un peu trop longtemps. C'est-à-dire, il faut avoir le temps de travailler, d'apprendre, d'étudier, de faire autre chose que de se battre. Et vous pensez que l'autre vous a arraché le pain de la bouche, alors que même s'il le lâchait, vous n'auriez pas su comment l'utiliser pour vous-même. Et nous parlons aujourd'hui, nous, de migration du travail. Nous parlons de migration interne en Afrique. Nous parlons de co-construire l'Afrique. Nous souhaitons aujourd'hui que les bras valides de l'Afrique, parce que la démographie c'est la richesse, puissent construire tous les autres peuples. Que ce soit que le Sénégalais qui quitte le Sénégal pour aller travailler quelque part, sache qu'en construisant au Mali quelque chose, en bâtissant quelque chose, il bâtit une part du Sénégal. Parce que seuls les grands ensemble peuvent prospérer. Il faut que l'Afrique du Sud comprenne que toute seule, elle ne peut pas s'en sortir. Comme vient de le dire Thabo Mbeki. Thabo Mbeki a dit les choses telles que nous-mêmes, nous ne pouvons plus le dire. Il a clairement situé les responsabilités et signifié ce qui se passe. Maintenant, ce qu'il nous reste nous à faire, c'est d'éclairer notre rôle de plaidoyer, notre rôle de donner du sens au combat, mais surtout notre rôle de donner du sens à la riposte. L'Afrique du Sud a déjà ratifié tous les traités qu'il fallait. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est surtout que ces violences soient orchestrées en plein jour et que... J'y arrive, mais j'y arrive. C'est parce qu'ils pensent qu'on leur a pris le pain de la bouche. C'est parce qu'ils ne travaillent pas. Ils pensent qu'on leur a pris leur travail. La part des autorités aussi. Et je pense, je ne sais pas si c'est de la part des autorités, mais je pense que les autorités doivent mettre fin à cette situation-là, protéger ceux qui sont sur le territoire. Est-ce que vous sentez que ces populations-là sont suffisamment protégées par l'État? Oui, mais les consuls aussi des différents pays doivent s'occuper de leurs ressortissants. C'est ça le rôle aussi des ambassades et des consuls. Quand il y a des difficultés, il faut s'organiser pour protéger
Et quand il y a quelque chose, vous dites, l'ambassade des États-Unis a envoyé des messages. Oui. L'ambassade de France c'est ça aussi le rôle des consulats. Nos consulats, il faut qu'ils sachent que c'est aussi, quand il y a des problèmes, de s'occuper de leur population. Mais aussi d'enclencher la discussion avec l'État central de ce pays-là. Dire, en relevant justement tous ces visas qu'il y a eu sur les chartes de la sous-région, de la région ou du territoire d'Afrique, leur dire, vous avez signé tel et tel protocole, soyez en mesure de protéger. Mais au-delà de ça, nous sommes des frères et des sœurs avec les Africains du Sud. Il faut qu'on leur fasse comprendre que cette Afrique-là, elle est une et indivisible. Que chaque Africain doit se sentir chez lui en Afrique. Et c'est dans ce sens que nous l'avons déjà accompagné. Et c'est dans ce sens que nous sommes prêts aussi à les accompagner dans la construction de leur avenir qui est de construire. Ce n'est pas de détruire. Ce n'est pas de se battre. Ce n'est pas de railler sur les autres. Ce n'est pas de détruire les avoirs des autres. C'est fini la guerre. C'est fini le combat. Nous l'avons porté avec eux. Nous l'avons porté pour eux. Ça n'existe plus. Et nous allons, au-delà de cette lettre que nous avons déjà envoyée, nous allons envoyer un courrier à l'État d'Afrique du Sud que nous allons amener à son ambassade, déposer officiellement et nous adresser à la presse du pays et de l'international. Vous êtes adressé aussi à l'Union africaine dans le... Oui, il y a ce courrier-là. Donc, on va le faire et de manière publique, nous allons inviter tout le monde afin que nul n'en ignore. Et aussi, demander aux États, à l'Union africaine, de se bouger. Parce que c'est leur rôle aussi. La société civile, ce qu'elle peut faire, c'est faire le plaidoyer. C'est réveiller les sens, c'est parler aux gens. Maintenant, c'est les instances régionales et sous-régionales qui vont porter le combat. Mais parler à chaque Africain. La migration africaine, elle est autour de 80%. La migration internationale est dans les 26%. Mais c'est parce que l'Afrique doit construire l'Afrique. Il faut que les gens comprennent les enjeux du moment. La démographie et la puissance. Aujourd'hui, l'Afrique est à son top niveau. Nous avons des ressources, nous avons une bonne démographie. On est à un niveau médian de 19,4. Donc ça, c'est la richesse. Mais il faut que chaque pays, que chaque dirigeant puisse s'adresser à son peuple et lui faire comprendre les enjeux du moment. C'est la construction de l'Afrique, la migration du travail, l'interchangeabilité entre les techniciens, les scientifiques, que chacun fasse ce qu'il sait faire de mieux pour l'autre ou pour soi-même et que nous puissions ensemble nous développer. Vous avez une idée un peu de ce qui se passe en Afrique du Sud, les Sénégalais, comment ils vivent ces violences-là? Le ministre s'est prononcé, hein, et même sur votre organe, sur l'Observateur. Il n'y a pas de, pour le moment, il n'y a pas de problème pour les Sénégalais. D'ailleurs, on ne les cite même pas. Pourquoi, selon vous, ils ne sont pas si nombreux? Écoutez, ici, ils sont nombreux, mais les Sénégalais aussi, c'est de très bons citoyens. Et c'est des personnes d'habitude qui sont assez bien organisées. Et vous savez, et c'est le lieu aussi de remercier Serigne Mamor Mbacké. La visite de certains guides religieux chez les Sénégalais, c'est extrêmement important. Parce qu'ils parlent à la communauté, ils accompagnent les communautés à l'international. Moi, j'ai voyagé avec Serigne Mamor Mbacké en tant que ministre sénégalais de l'extérieur. Nous avons fait toute l'Italie, les États-Unis et jusqu'en France. Et c'est une religion, bien entendu, mais l'écouter, c'est presque écouter des directives une année jusqu'à l'année prochaine. Ils sont vraiment très bien organisés, ils sont structurés, ils savent quoi faire et ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Donc je pense que si on les accompagne un peu plus, la communauté sénégalaise peut être assez protégée. Alors, Jacques, sur ces violences en Afrique du Sud, comment sortir de ce cycle de violence tous les 2-3 ans, l'Afrique du Sud qui chasse d'autres Africains? Bon, vous savez, chez les Sud-Africains, il y a peut-être les stigmates, ou bien en tout cas les stigmates de l'apartheid. Il y a aussi les vestiges de cette violence-là. À telle enseigne que cette violence-là, les Sud-Africains pensent que maintenant, qu'ils doivent au moins aujourd'hui les transférer vers, en tout cas, les autres populations qui sont venues au moins se joindre à elles. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il revient en tout cas à l'Union européenne, à l'Union africaine autant pour moi, aux organisations africaines et sous-régionales, de tenir en compte du plaidoyer des organisations de la société civile. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Union africaine, aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup. On entend beaucoup sur la question, sur ces questions de violence dans les différentes nations africaines. On n'entend pas l'Union africaine, on n'entend même pas les organisations sous-régionales. Alors que dans les organisations sous-régionales, on nous parle de la communauté. Il est très difficile aujourd'hui, même du point de vue sécuritaire, le gouvernement sud-africain a des problèmes. Parce que ce sont des garçons qui viennent des townships, qui viennent dans des localités très désœuvrées. Et qui n'ont rien à perdre. La vie ou la mort. C'est quelque part, excusez-moi du terme, souvent c'est le sexe, l'alcool et la drogue.
Oui, donc c'est des jeunes qui souvent ne sont même pas lucides. Vous ne verrez jamais des jeunes sud-africains très lucides, avec une très bonne éducation, au moins avoir de tels comportements de cette situation. La redistribution, réduire les inégalités. Absolument. Merci beaucoup à Mbaye Jacques Diop, il est journaliste, ancien conseiller technique au ministère des Sports, observateur attentif de la vie publique, enfin connaisseur, on dira aussi, des politiques sportives et institutionnelles. Merci aussi à Madame Ngoné Ndoye, qui est venue dans nos studios. Vous êtes ancienne ministre des Sénégalais de l'extérieur, ancienne parlementaire, ancienne maire de Rufisque. Vous êtes présidente fondatrice de FEMIDEC, Femmes, Enfants, Migration et Développement. C'est cela. C'est cela. Merci. Merci aussi à Abdelkader qui était à la partie technique. Au micro, Mohamed Ali Mouba. Retour de Remue Ménage la semaine prochaine. Nous vous saluons.